Idée, Pierre-Édouard Deldic. Bonjour, l'intelligence artificielle va-t-elle un jour gouverner le monde ? L'intelligence humaine s'effacera-t-elle devant elle ? La question est légitime face au développement de robots parleurs et écrivains, de chatbots, de GPT par exemple, qui au fil de ces séries ne cessent d'inquiéter. Mais elle est sans objet, dit Daniel Handler, l'un de nos deux invités, qui dans son essai « Intelligence artificielle, intelligence humaine, la double énigme » est catégorique. La poursuite d'une intelligence artificielle dotée d'une intelligence humaine est sans objet. L'intelligence au sens humain ne peut s'attacher qu'à un être humain, écrit-il. Anne Alombert, qui est également avec nous et qui vient d'écrire « Schizophrénie numérique », estime, elle, que le danger n'est pas dans le progrès d'une super intelligence artificielle, il est dans l'industrialisation des esprits et l'automatisation de l'altérité. Fin de citation. En tout cas, l'intelligence artificielle est parmi nous, il faut compter désormais avec elle, pour le meilleur et pour le pire. Nous allons en parler dans ce nouveau numéro d'idées qui, je vous l'assure, est proposé par des humains, idées que vous pouvez retrouver sur le site de la radio et votre moteur de recherche préféré. Bonjour Anne Alombert. Bonjour. Merci d'être à ce micro. Vous êtes maître de conférences en philosophie française. Vos recherches portent sur la question des rapports entre vie technique et esprit dans l'histoire de la philosophie, ainsi que sur les enjeux anthropologiques des transformations technologiques contemporaines. Et vous appartenez au Conseil national du numérique. Peut-être faut-il rappeler ce qu'est ce Conseil national du numérique. Oui, volontiers, merci beaucoup. Alors ce Conseil national du numérique, en fait, c'est une commission qui regroupe actuellement un certain nombre de chercheurs et d'économistes, de journalistes, de spécialistes de la technologie, d'entrepreneurs, qui réfléchissent en fait aux enjeux anthropologiques de la mutation technologique numérique et qui publie un certain nombre de rapports sur ces sujets en se focalisant à chaque fois sur une problématique particulière. Par exemple, comment le numérique affecte les savoirs, comment le numérique affecte l'attention, comment le numérique affecte la démocratie, les institutions, etc., etc. Et vous venez donc d'écrire Schizophrénie numérique chez Alia. Bonjour Daniel Handler. Bonjour. Vous êtes, vous, professeur émérite à l'Université de la Sorbonne, Sorbonne Université, doit-on dire, membre de l'Académie des sciences morales et politiques. Vous nous proposez Intelligence artificielle, intelligence humaine, la double énigme, un livre publié chez Gallimard. Je voudrais que nous commencions cette émission avec une question d'actualité, un fait d'actualité, qui est la démission de Geoffrey Hinton. Elle est survenue il y a quelques semaines, début du mois de mai. Geoffrey Hinton était un des pionniers, il est toujours, de l'intelligence artificielle à Google. Il a quitté la maison et officiellement, c'est parce qu'il est en désaccord, il se pose des problèmes de conscience. N'a-t-il pas dit qu'une part de lui-même regrette l'œuvre de sa vie? Il a l'air de se poser des questions. Comment en sommes-nous arrivés là, Daniel Handler ? Alors, si vous permettez une anecdote personnelle, simplement pour donner quand même une idée justement de la profondeur historique. On n'est pas en siècle, mais on est en décennies. Les choses vont vite dans ce monde. Ouais. En 1985, j'ai participé à l'organisation d'un grand colloque qui s'appelait Cognitiva et qui était consacré à ce champ en émergence qui comprend du côté humain les sciences cognitives et du côté technologique et numérique, l'intelligence artificielle. Et il y avait une table ronde à laquelle j'avais invité Jeff Hinton, justement, et Yann Lequin. Yann Lequin, à l'époque, était un doctorant qui travaillait dans le bureau à côté du mien, dans l'ancien site de l'école polytechnique. Alors Yann Lequin, qui est un des pères fondateurs, voilà. Enfin des pères de l'intelligence artificielle chez Facebook. Aujourd'hui. Yann Lequin, Jeff Hinton et Yoshua Bengio, qui lui est à l'Université de Montréal, ont reçu conjointement le prix Turing il y a 4-5 ans, et dont qui est le prix Nobel, qui est une sorte de prix Nobel de l'informatique.
Et Yann Lequin, avec lequel j'ai de bons rapports, on discute de temps en temps. J'ai aussi parlé à Bengio, pas directement à Hinton. Yann Lequin dit, voilà, c'est au moment de cette rencontre, de cette table ronde, qu'on s'est rendu compte, Hinton et moi, qu'il y avait une idée mathématique, si vous voulez, qui pouvait peut-être marcher alors qu'on y avait renoncé jusqu'à présent. Cette idée mathématique, c'est l'algorithme d'apprentissage, de la rétropropagation, qui est la base du deep learning. Et le deep learning est la base de ce qu'on appelle aujourd'hui l'intelligence artificielle, mais qui n'est qu'une deuxième phase de l'intelligence artificielle, après la phase initiale qu'on appelle parfois symbolique ou classique, etc. Et ce qui est tout à fait étonnant, c'est que pendant très longtemps, donc, le deep learning, ce qu'on appelait à l'époque le connexionnisme, qui est un terme que je trouve plutôt sympathique et euphonique, plus que le deep learning ou l'apprentissage profond, le connexionnisme était en quelque sorte minoritaire et a eu beaucoup de mal pour entrer en quelque sorte dans la danse. Et c'est en 2012, finalement, qu'un modèle connexionniste a battu à plat couture les modèles précédents, les modèles de l'époque précédente. Et c'est à partir de ce moment-là que l'intelligence artificielle que nous voyons aujourd'hui faire la une des journaux s'est développée. Alors, Hinton partage en quelque sorte les craintes de beaucoup de gens. Oui, je répète, il dit qu'une part de lui-même regrette l'œuvre de sa vie. Voilà, alors l'œuvre de sa vie, c'est effectivement d'avoir été, disons, le premier primus inter pares, en quelque sorte, des inventeurs du deep learning, c'est-à-dire du paradigme dominant aujourd'hui en intelligence artificielle. C'est ce paradigme qui a conduit donc à ces instruments, les chatbots dont vous parlez, et ces instruments font peur à tout le monde. Et ce que Hinton veut se donner le droit de réfléchir de manière critique aux résultats de ses propres recherches, et c'est pour ça qu'il a démissionné de Google. Il ne pouvait pas être à la fois jugé parti. Anna Lambert, ça veut dire que la créature échappe à ses initiateurs, en quelque sorte ? Je ne sais pas si elle échappe à ses initiateurs, mais en tout cas, ça veut dire que la créature est très ambivalente, très problématique, disons, et que ça met en question, à mon avis, la notion même de progrès technologique. L'idée que toute avancée technologique serait par essence bonne. Non, précisément, ce que nous montre cette réaction du concepteur ou de l'inventeur, de l'un des concepteurs ou de l'un des inventeurs du deep learning, c'est précisément que ces technologies numériques sont la plupart du temps diffusées dans les sociétés avant que leurs enjeux psychiques, sociaux, anthropologiques n'aient pu être évalués, pensés, réfléchis. Et c'est un énorme problème. On avait déjà eu en fait un phénomène similaire avec les réseaux sociaux, par exemple, puisque un certain nombre de concepteurs, enfin l'ancien coprésident de Facebook, puis même l'ancien président de Facebook, s'était repenti un petit peu de la même manière, en montrant, finalement en découvrant que ce réseau social avait des effets très dangereux sur l'attention des utilisateurs et en défendant à leurs enfants de l'utiliser. Et ils avaient publiquement diffusé des vidéos, etc., pour expliquer les enjeux de Facebook. Donc voilà, tout cela, à mon avis, correspond à un même phénomène, qui est un phénomène de disruption, c'est-à-dire que les innovations technologiques sont diffusées tellement vite dans les sociétés avant que leurs enjeux n'aient pu être évalués, que finalement on se retrouve avec leurs concepteurs et leurs inventeurs qui regrettent finalement cette accélération technologique et ses effets potentiellement néfastes. Daniel Handler, on est arrivé à ce stade, c'est la fin d'un processus, c'est la suite d'une évolution que vous expliquez dans ce livre, Intelligence artificielle, intelligence humaine, et vous citez d'emblée Alan Turing, justement, le grand mathématicien qui a eu un rôle clé pendant la Seconde Guerre mondiale, en découvrant une machine qui permettait de déchiffrer des codes. Alan Turing qui disait en 1950 « Nous pouvons espérer que les machines pourront égaler les hommes dans tous les domaines purement intellectuels ». C'est ce que vous appelez l'intelligence artificielle prométhéenne, non ? Oui, c'est cela. C'est-à-dire cette idée que c'est prométhéen en deux sens. D'abord, c'est en quelque sorte voler le secret des dieux, en l'occurrence la création, la théorie de l'évolution qui a produit l'intelligence humaine, que ce secret qui a conduit quand même à quelque chose qu'on ne peut pas ne pas admirer, en tout cas sur lequel on doit s'interroger, et c'est ce qu'on fait depuis des milliers d'années.
Donc à la fois, c'est voler ce secret et pour en faire quelque chose. Et c'est en même temps une ambition extraordinaire, puisque faire une machine intelligente, c'est-à-dire associer deux termes qui, a priori, sont antinomiques. Une machine, c'est, dans l'esprit de beaucoup de gens, c'est bête, et pourtant, elle serait intelligente. Et donc, c'est un projet d'une ambition extraordinaire. Donc, prométhéen, ça veut dire à la fois ayant, disons, touché à quelque chose de sacré, ou en tout cas extraordinairement mystérieux et dangereux, et c'est en même temps développer un projet d'une ambition terrible dont on voit aujourd'hui effectivement les effets. Avec des va-et-vient, des reculs, la progression n'a pas été linéaire, si je comprends votre livre. Oui. Alors c'est ça qui est intéressant, et pour quelqu'un comme moi qui a commencé à discuter un petit peu de ces choses-là au début des années 70, excusez l'âge, vous avez davantage du recul. Le contraste est massif, parce que dans les années 70, au début des années 70, ce qu'on voyait, c'est que l'intelligence artificielle ne réussissait pas, elle allait nulle part. Donc se demander si elle allait un jour égaler l'intelligence humaine ou la surpasser, ça paraissait absolument inutile. Et on réfléchissait plutôt à la question de pourquoi est-ce que ça marchait si mal, alors que l'ambition était clairement affichée, qu'il y avait un programme de recherche très clair d'ailleurs, qui s'inscrivait dans toute une tradition philosophique de rationalisme, si vous voulez, et on se demandait pourquoi ça ne marchait pas. Et maintenant, c'est plutôt l'inverse. On se demande pourquoi ça marche. Et évidemment, on doit se demander quels sont les effets dangereux, voire toxiques, voire destructeurs de cette nouvelle intelligence artificielle. Alors, ce qui change les choses, Anna Lambert, vous l'écrivez dans ce livre, Schizophrénie numérique, c'est une référence à Gunther Anders, non, cette schizophrénie ? Oui, alors en partie, effectivement, puisque Gunther Anders parlait d'une schizophrénie artificiellement produite dans un livre qui s'intitule L'obsolescence de l'homme et qui est sous-titré Sur l'âme à l'époque de la révolution industrielle, donc qui s'intéresse en fait à la manière dont les environnements médiatiques et techniques affectent les facultés psychiques, les facultés cognitives, les esprits finalement, tout simplement. Hein. Et quand il parle de schizophrénie artificiellement produite, c'est pour dire, en raison de la démultiplication des dispositifs médiatiques, donc de la presse, de la radio, de la télévision aussi, qui émergent à cette époque-là, nous sommes finalement un petit peu dispersés, disloqués dans 1000 temps et 1000 espaces différents. Et c'est cette expérience de dislocation qu'il décrit ainsi et qui s'est évidemment démultipliée aujourd'hui avec les médias numériques. Alors, je disais donc, ce qui est notable aujourd'hui, c'est que toutes les sciences s'y mettent en fait dans cette question de l'intelligence artificielle. Vous parlez de la convergence entre les sciences cognitives, la psychologie comportementale, les neurosciences, l'informatique et les techniques de persuasion, afin que les interfaces numériques deviennent des moyens d'influencer les pensées et les comportements. Là, on est sorti de petit à petit, je ne sais pas si on peut dire les choses comme ça, de la science pure à une science qui s'est donné un objectif très déterminé, non ? Oui, Anna Lambert. En tout cas, à une instrumentalisation d'un certain nombre de théories scientifiques, disons, à des fins qui sont... des fins très spécifiques, puisque effectivement, ces technologies persuasives que j'évoque dans ce livre, elles sont conçues et développées dans un certain nombre de laboratoires, notamment dans la Silicon Valley. Et le but est donc de concevoir un certain nombre d'interfaces et de fonctionnalités numériques qui ont pour fonction d'influencer donc les pensées et les comportements des individus en stimulant un certain nombre de réflexes, un certain nombre aussi de mécanismes entre guillemets cérébraux et cognitifs. Et pour ce faire, effectivement, les concepteurs et les développeurs de ces technologies articulent à la fois des recherches en psychologie cognitive, en psychologie comportementale, des recherches en informatique, des recherches en design aussi, recherches qui pourraient être articulées tout autrement. Et qui pourrait en fait servir à la conception de technologies numériques contributives qui favorisent la délibération, qui favorisent l'interprétation, la discussion. Donc effectivement, il y a une sorte de retournement de ces sciences à des fins politiques potentiellement dangereuses. C'est aussi votre avis, Daniel Lambert ? Oui, tout à fait. La question est de savoir s'il faut plus de science, moins de science, ou pas de science du tout. Le problème est particulièrement aigu, ça je crois que les gens sont tous d'accord, personne ne va dire qu'il n'y a pas un effet massif démultiplié de très vieilles techniques de rhétorique et de persuasion, mais qui sont maintenant amplifiées par ces
par ces systèmes et qui s'appuient en partie effectivement sur les connaissances qu'on a, prenant des sciences cognitives, des neurosciences. La question est vraiment de savoir que devons-nous faire devant cette situation. Nous pouvons d'abord être lucides, donc analyser effectivement ces effets. Donc il y a tout un travail que connaît bien Anne sur l'économie de l'attention, justement. Mon groupe de travail à l'Académie des sciences travaille en particulier avec Célia Zolinsky, que vous connaissez certainement, travaille sur cette capture de l'attention. Un livre va sortir sur la capture de l'attention. Ça veut dire qu'on comprend mieux le phénomène, et le comprenant mieux, on est peut-être en mesure d'en limiter les effets négatifs. On est devant la difficulté qui est toujours celle de la science et de la technologie puissante, c'est-à-dire qui peut aller vers le meilleur comme vers le pire. Et une des choses sur lesquelles je voulais interroger Anne, si vous me permettez, c'est la suivante, c'est-à-dire sur les réseaux numériques. Donc elle connaît aussi bien que moi l'histoire de l'Internet, des premiers hackers, du logiciel libre, etc. Cet idéal libertaire, cet idéal d'émancipation. Et puis voilà, tout le monde dit, voilà, c'est pas ça, hein, ce n'est pas l'Internet que nous aurions voulu avoir, c'est un autre Internet commercial, asservissant, etc. Mais est-ce qu'on aurait pu, il y a 20 ans ou il y a 30 ans, en réfléchissant fort au sein d'un CNUM quelconque, en dire attention, ça va nous mener à ceci, ça va nous mener à cela. Ou est-ce qu'il n'y a pas une mesure d'imprévisibilité ? On ne sait pas comment la société, les forces économiques et les forces politiques vont se saisir du nouvel instrument. Et donc, que faire en quelque sorte ? Anna Lambert, c'est une vaste question. Vous disiez tout à l'heure que la technologie précédait en quelque sorte les sociétés, que les sociétés étaient priées de suivre le courant en fait. Alors, pas exactement. En fait, oui, ce que je voulais dire, c'est que actuellement, le rythme de l'innovation est tel qu'il est très difficile, effectivement, de penser les effets psychosociaux des technologies avant qu'elles ne soient déployées de manière massive et à grande échelle. Mais ça, c'est quelque chose qu'on peut tout à fait transformer en réfléchissant, par exemple, sur les critères de financement des startups, des entreprises innovantes, etc. On finance aujourd'hui un certain type d'entreprises qui, développent un certain type de technologie et qui ont en général pour fonction de devenir hégémoniques très vite. On pourrait imaginer qu'on change ces critères de financement, que l'industrie numérique se développe autrement et que, par exemple, une entreprise comme OpenAI n'ait jamais pu diffuser massivement à une échelle quasiment planétaire un dispositif comme ChatGPT parce qu'on aurait pu juger en amont que, d'un point de vue social, d'un point de vue politique, en raison notamment de la production massive de désinformation que ces outils risquent de produire, une telle innovation n'était pas socialement souhaitable dans le contexte actuel. Ce qui ne veut pas dire pour autant que l'apprentissage automatique, que le deep learning et que toutes ces modèles mathématiques, parce qu'en fait, il ne s'agit pas du tout d'intelligence. Je rappelle que des fameux algorithmes. Voilà, ce sont des algorithmes, ce sont des théories. Donc des créations humaines. Oui, tout à fait. Des créations humaines collectives, fruits de l'intelligence collective des mathématiciens, des ingénieurs, etc. Donc il ne s'agit absolument pas d'une intelligence artificielle en ce sens-là. C'est pour ça qu'il est important de bien définir les termes. Mais en tout cas, ces inventions-là peuvent être très intéressantes. Mais néanmoins, est-ce que le gadget, entre guillemets, qui s'appelle ChatGPT, qui s'appuie effectivement sur ces inventions, était intéressant à ce moment-là pour les sociétés? C'est une question qu'on aurait pu se poser en amont de la conception de cette technologie. Et donc, je pense que c'est là la clé aussi pour inventer autre chose, en faisant, comme vous le disiez, en articulant justement les sciences cognitives avec le droit, avec les sciences humaines, avec les sciences politiques et en créant des groupes de recherche contributive, de recherche-action, qui ont pour but de penser en amont les enjeux psychiques, sociaux, politiques de ces technologies, si vous voulez, et non pas seulement de s'interroger après coup sur leurs effets désastreux. Parce que, évidemment, si ces technologies ne sont pas développées dans le sens du commun de la société,
évidemment, elles auront des effets très, très nocifs au profit de quelques acteurs privés. Et cela pose la question, Daniel Landler, de l'utilisation de la science. Il y a les scientifiques, les découvertes, et il y a l'utilisation que l'on en fait. Oui. Mais quelquefois, ces découvertes induisent un comportement, induisent une direction, en quelque sorte, non ? Oui, c'est vrai. Il y a une sorte de zeitgeist, en quelque sorte, qui est produit, effectivement, qui est symbolisé par la Silicon Valley. Mais justement, à propos de cette Silicon Valley et de la nécessité de réfléchir avant de lancer ChatGPT, comme vous le savez. Alors, il faut rappeler en un mot, Daniel Landler, ce qu'est, parce que ça nous paraît évident, mais ce qu'est ChatGPT. Alors, ChatGPT, donc, c'est un chatbot, c'est-à-dire c'est un logiciel qui permet de produire des réponses à toutes sortes de requêtes, y compris des requêtes compliquées qui ne figurent nulle part dans le web, mais ChatGPT arrive à, en quelque sorte, assembler des éléments qu'il tire de sa gigantesque mémoire associative. C'est ça, parce qu'il a été nourri, en quelque sorte. Il a été nourri par le web entier, n'est-ce pas ? Donc, c'est-à-dire, c'est pas tout à fait toute la connaissance humaine, mais c'est une bonne quantité de la connaissance humaine. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que Google, justement, avait renoncé à lancer l'équivalent de ChatGPT qui était prêt à sortir, mais ils se sont dit, oulala, il faudrait quand même faire attention, il faut réfléchir avant de le lâcher dans le public. Et aujourd'hui, Google, qu'est-ce que ne peut pas ne pas faire Google, c'est d'essayer de rattraper OpenAI. Et donc, on a, si vous voulez, effectivement, pour le dire de manière extrêmement peu subtile, on a en quelque sorte les forces de la réflexion, du bien, etc. Et puis les forces qui ne sont pas nécessairement les forces du mal, mais c'est les forces du marché. Par exemple, comme vous le savez, il y a eu un appel à moratoire, qu'on arrête tout pendant 6 mois, qui a été signé par toutes sortes de gens, mais évidemment personne ne croit que le moratoire va être appliqué et personne ne pense qu'il va l'être et personne ne le souhaite vraiment parce que ces 6 mois vont permettre aux Chinois et aux Russes et aux Indiens et aux Japonais, mais surtout les Chinois évidemment, de rattraper leur retard. Donc il ne s'agit surtout pas d'arrêter les choses pendant 6 mois. Alors vous parliez tout à l'heure de Yann Lequin, qui est un des créateurs de cette intelligence artificielle, qui dans une interview au Monde, une longue interview au Monde, dit que ralentir la recherche, après cette demande de moratoire, c'est faire preuve d'un obscurantisme, d'un nouvel obscurantisme, dit-il. Et au contraire, Yoshua Bengio, dont vous parliez également, lui dit il est indispensable aujourd'hui de mettre en avant le principe de précaution. Mais on a vraiment l'impression que la course est tellement folle que personne ne peut l'arrêter, Anna Lambert, non ? Actuellement, oui, effectivement, il y a une véritable course à l'innovation qui a été lancée. Maintenant, moi, je pense que la question, plus généralement, quand on prend un petit peu de recul, elle est moins entre, disons, le ralentissement ou l'accélération qu'entre... disons que la question, pour moi, c'est plutôt comment inventer un modèle différent. C'est-à-dire comment... penser, concevoir et puis développer, expérimenter des technologies numériques qui ne fonctionnent pas sur le seul principe des calculs automatisés, mais qui laissent la place justement à la délibération, à l'interprétation, à la réflexion humaine d'une certaine manière. Comment agencer ces automatismes numériques, ces automatismes computationnels avec les facultés psychiques et collectives de délibération, d'interprétation, de réflexion. Et je pense que c'est là qu'il y a une véritable nouveauté qui peut émerger. Alors que, d'une certaine manière, cette course à l'innovation, à mon avis, c'est une course vers la catastrophe, même si elle est peut-être inévitable, mais en tout cas, je pense que c'est dangereux. Yoshua Bengio, Daniel Landler, Anne dit et compare la situation dans laquelle nous sommes avec l'intelligence artificielle avec le changement climatique. Il dit ce qui se joue avec l'IA est assez comparable à ce qui se passe avec le réchauffement climatique. On sait que les effets en cascade sont possibles et qu'on n'aura peut-être aucun moyen de les contrôler à partir du moment où le point de bascule sera dépassé. Alors là, je me sépare un petit peu de Bengio. Je ne crois pas tant que ça à ce point de bascule. C'est une longue tradition qui remonte à au moins 30 ans ou 25 ans. C'est l'idée de la singularité, c'est l'idée du moment où l'intelligence artificielle aura atteint un tel degré, en quelque sorte, de puissance
qu'elle commencera à prendre les choses en main. Et ça, je partage, disons, le scepticisme de Yann Lequin, notamment sur ce point. Je ne vois pas pour l'instant, et je crois qu'on est assez nombreux à partager cet avis, je ne vois pas une prise de pouvoir par l'intelligence artificielle. Aujourd'hui. Alors, cela dit, il est certain qu'on pourrait imaginer un autre type de point de bascule, c'est-à-dire sans du tout que les logiciels actuels, les systèmes d'intelligence artificielle aient atteint une intelligence ou pseudo-intelligence, on aura peut-être le temps ou pas d'y revenir. On y vient dans quelques secondes. D'accord. Soit super puissants, mais ils peuvent être, notamment ce dont je parle dans mon livre, être transformateurs. C'est-à-dire qu'en se combinant à des mécanismes politiques, économiques, de rivalité entre nations, militaires, etc., on arrive effectivement à un point qui soit incontrôlable. Non pas que les logiciels soient devenus plus intelligents que nous, ou qu'ils aient pris le pouvoir, mais que l'ensemble, en quelque sorte, de la société planétaire ait perdu le contrôle de ce qui arrive. Et de ce point de vue-là, si c'est ça que Bengio veut dire, ça ressemble effectivement au changement climatique. Aujourd'hui, quand on voit ce qui se passe en Chine, on peut s'inquiéter de l'utilisation précisément de l'intelligence artificielle, la reconnaissance faciale, par exemple. Ah oui, ça c'est évidemment les renforcements des moyens de surveillance c'est le totalitarisme arrivé à sa perfection en quelque sorte. Et est-ce qu'on peut revenir là-dessus? Alors une chose quand même donc comment faire là tout de suite? Il y a donc d'une part imaginer des systèmes hybrides laissant davantage la place à l'autonomie humaine au sens critique, etc., ce que propose Anne, qui me paraît un très beau programme. Il y a aussi dans l'immédiat l'idée de la régulation. Donc il y a d'énormes efforts, comme Anne le sait très bien, d'une part en Europe, mais d'autre part également aux États-Unis. Donc c'est ainsi que, pas plus tard que hier ou avant-hier, dans le New York Times, il y avait un long article de la présidente de la Federal Trade Commission qui mettait les points sur les i, sur les dangers actuels et sur la manière d'empêcher un certain nombre de grandes entreprises monopolistiques et de petites entreprises dans leur sillage de transformer la société, de porter atteinte de manière irréversible à notre vie privée, et ainsi de suite. Donc il y a quand même un effort international pour essayer, en tout cas, de limiter les effets des tendances actuelles. Vous écoutez RFI et nous parlons dans ce numéro de l'intelligence artificielle avec nos deux invités, Anna Lambert qui vient d'écrire Schizophrénie numérique chez Alia et Daniel Handler qui a rédigé lui cet essai qui s'intitule Intelligence artificielle, intelligence humaine, la double énigme chez Gallimard. Il nous faut parler de l'intelligence quand même, parce que ce terme intelligence artificielle, n'est-ce pas aujourd'hui un oxymore, Daniel Handler? Alors c'est une question en fait compliquée. Pourquoi est-ce que beaucoup de gens pensent que intelligence artificielle c'est un oxymore ou qu'il faut moi c'est ce que je propose pour suspendre un petit peu la discussion, pour la remettre un peu plus tard, mais dans le livre elle est développée. Mais provisoirement, on peut mettre un trait d'union entre intelligence et artificielle en disant c'est un truc qui n'a rien à voir avec l'intelligence, comme ça, ou en tout cas, on reste... Une séparation entre intelligence et artificielle. Voilà. Mais ce qui est paradoxal, en revanche, c'est le fait que les gens, d'une part, reconnaissent que personne ne sait ce qu'est l'intelligence, que c'est insaisissable, qu'il y a autant de définitions de l'intelligence que de gens qui s'y sont intéressés, et en même temps qu'il est tout à fait certain qu'une machine ne peut pas être intelligente. Si on ne sait pas ce qu'est l'intelligence, on ne peut pas affirmer qu'une machine ne peut pas être intelligente. Et c'est ainsi, Daniel Handler, que dans votre livre, vous nous proposez une définition de l'intelligence. Je la lis, je la soumets à nos auditrices et à nos auditeurs. L'intelligence est la capacité de découvrir en temps utile des solutions acceptables à une variété illimitée de problèmes pressants, en exploitant les connaissances acquises sur le monde environnant et en recherchant celles qui manquent. Certains de ces problèmes naissent du besoin de mieux comprendre, décrire, expliquer, prédire le monde. Ça paraît simple, mais définir l'intelligence, finalement, est très compliqué. Alors, là, en fait, c'est intéressant parce que mon livre est un peu long. Et donc, c'est un stade intermédiaire de ma réflexion sur l'intelligence. Là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai repris
en l'étoffant, la précisant, une sorte de synthèse de ce que les psychologues scientifiques qui s'intéressent de nouveau à l'intelligence, sujet qu'ils avaient abandonné pendant des décennies et qui est beaucoup moqué dans notre pays parce qu'on sait que les quotients intellectuels, ça mesure rien, etc., etc. Donc on avait un petit peu abandonné l'étude scientifique de l'intelligence. On y est revenu depuis environ 20-30 ans. Et quand on regarde on parcourt la littérature scientifique là-dessus, ce qui est la première chose à faire, on regarde un petit peu ce que les scientifiques ont proposé, eh bien, on a quelque chose que j'ai résumé de cette manière-là, c'est-à-dire l'intelligence comme capacité de résoudre des problèmes. Alors, si l'intelligence est une capacité de résoudre les problèmes, alors l'intelligence artificielle est une autre capacité de résoudre les problèmes, et finalement, on peut les comparer. Voilà. Et finalement, je m'oppose dans la partie suivante, dans le chapitre suivant, à cette idée, je la critique, en disant non, l'intelligence, c'est pas vraiment, principalement et en premier lieu, la capacité de résoudre des problèmes, c'est de faire face, d'agir de manière appropriée dans une situation singulière dans laquelle on est en tant qu'être humain singulier, concret, engagé. C'est ça l'intelligence. En tout cas, c'est un terme courant. Personne ne possède la définition de ce terme. C'est une définition que je propose et qui me permet de séparer d'une certaine façon, de manière non polémique, l'intelligence artificielle qui résout des problèmes à la demande de l'être humain. Oui, c'est ça, des problèmes qui répondent à des questions qu'on lui a demandé de résoudre. Exactement. Alors que l'intelligence humaine concerne l'être humain en situation concrète, personnelle, engagé, incorporé, et ainsi de suite. Une chose est sûre, Anna Lombert, c'est qu'il faut apprendre à vivre et à réfléchir avec l'intelligence artificielle. Vous, dans votre livre, vous nous apprenez par exemple à penser avec Platon, qui déjà s'intéressait à cette question de l'attention. Vous citez Kant, qui disait qu'un livre, c'est bien, mais il faut réfléchir à ce livre. Il ne faut pas prendre le contenu de ce livre pour argent comptant. Donc, et il y a la nécessité, à chaque fois, de faire travailler son esprit, son intelligence, précisément. Oui, effectivement, d'exercer son esprit et son intelligence. Alors, pour essayer d'expliquer très brièvement pourquoi j'évoque les réflexions de Platon sur l'écriture, les réflexions de Kant sur le livre, puis ensuite des réflexions plus récentes par exemple de Gunther Anders sur la photographie ou de Adorno Horkheimer sur le cinéma, puis ensuite des réflexions de Bernard Stiegler sur la télévision. En fait, pourquoi est-ce que j'évoque toutes ces questions dans le livre ? Eh bien, tout simplement parce que tous ces dispositifs sont des extériorisations de l'esprit, d'une certaine manière, sont des supports de savoir, des supports de mémoire. Et il n'y a des supports de symboles aussi. Et il n'y a d'intelligence humaine, même si effectivement je serais bien incapable de définir ce terme brièvement. Enfin, je me retrouve tout à fait dans la distinction que vous avez faite. J'en dirai peut-être un mot tout à l'heure. Mais sans vouloir définir le terme d'intelligence humaine, je dirais de manière très générale. Et encore une fois, il faudrait préciser qu'il n'y a d'esprit humain, individuel et collectif, toujours à la fois individuel et collectif, que parce qu'il y a tous ces supports de mémoire qui conservent en fait les symboles, les écrits, les images qui constituent la mémoire collective humaine. Il y a d'abord la mémoire individuelle de chaque individu, lecteur, consommateur de télévision ou autre, et il y a cette mémoire qui se multiplie, qui se conjugue avec d'autres mémoires, ce qui crée la mémoire collective. Si vous voulez, dans des supports techniques qui constituent la mémoire collective que chacun, à notre échelle, nous allons nous réapproprier et à partir de laquelle nous allons pouvoir penser, si vous voulez. Nous ne pensons pas simplement grâce aux connexions des neurones dans nos cerveaux, nous pensons en fait grâce à toutes sortes de dispositifs sociaux d'apprentissage qui nous permettent d'intérioriser la mémoire qui est extériorisée dans des supports artificiels précisément. Et en ce sens, l'intelligence a toujours déjà été artificielle, on pourrait dire. L'esprit, en tout cas, a toujours déjà été artificiel au sens où il n'y a pas d'esprit pur, ni dans une espèce de monde abstrait des idées, ni d'esprit complètement naturalisé dans le cerveau, j'ai envie de dire. Donc la question, en fait, c'est de savoir comment ces esprits vont pouvoir s'agencer ou non avec ces supports techniques de mémoire. Et voilà. Et pour moi, la question de ce qu'on appelle l'intelligence artificielle aujourd'hui, c'est pas du tout de savoir si les machines peuvent penser ou peuvent être intelligentes ou peuvent imaginer ou peuvent s'émouvoir. La question, d'ailleurs, moi, j'utilise pas vraiment le terme d'intelligence artificielle, mais plutôt d'automate computationnel,
parce qu'en fait, à mon avis, on est à une nouvelle phase d'un processus d'automatisation qui a commencé il y a de nombreuses années, hein, et de même qu'on a réussi à automatiser, si vous voulez, des fonctions motrices et des gestes, eh bien, on automatise aujourd'hui des fonctions cognitives et des pensées d'une certaine manière. Mais le problème, c'est de savoir si, en extériorisant ces fonctions cognitives, est-ce qu'on court-circuite les activités de pensée humaine ou bien est-ce qu'on permet leur augmentation, justement, hein. Et donc, c'est comme ça que j'aurais envie de poser la question de l'intelligence artificielle. Mais je voulais juste dire toute petite chose peut-être par rapport à ce que disait Daniel Handler à l'instant. C'est cette distinction entre, d'un côté, la résolution de problèmes et d'un autre côté, ce qu'on pourrait appeler une forme d'invention dans des situations concrètes de nouveautés. Elle me fait penser en fait à la distinction que fait Simondon, le philosophe Gilbert Simondon, entre le dressage d'un côté et l'apprentissage qui résonne vraiment avec vos analyses. Et Simondon dit finalement, une machine, on la dresse en fait. Elle doit répondre à des consignes qui lui ont été données et se rapprocher le plus possible d'un objectif qui a été fixé préalablement à l'avance, hein. Alors que un enfant qui apprend, il apprend précisément, bien sûr, il intériorise toutes sortes d'automatismes, mais il apprend pour pouvoir inventer, pour pouvoir créer du nouveau dans une situation complètement inconnue qui le surprend. Hein, voilà, donc je pense que c'est très important de faire ces distinctions-là, puisqu'aujourd'hui on parle d'apprentissage automatique. En fait, il n'y a pas d'apprentissage automatique à proprement parler, hein. L'apprentissage suppose toujours d'être capable d'inventer du nouveau à partir des automatismes, donc de savoir désautomatiser, justement, hein. Mais là, nous sommes arrivés à un point critique. Anne Lombert, vous écrivez « Alors que le discours transhumaniste annonce les progrès exponentiels de l'intelligence artificielle, les études scientifiques se multiplient qui alertent sur les troubles psychiques engendrés par la surexposition aux écrans ou sur la destruction des capacités attentionnelles par la stimulation informationnelle. » Donc là, effectivement, nous sommes déjà à un point critique. Alors, oui, nous sommes déjà à un point critique, mais d'une certaine manière, nous sommes toujours déjà à un point critique, j'ai envie de dire. Mais ce qui est important, il me semble, aujourd'hui, c'est de bien voir que nous avons toutes sortes de discours qui anthropomorphisent les machines, disons, les dispositifs technologiques. Et donc, on va parler d'agents conversationnels, on va parler d'intelligence artificielle, on va parler de machines conscientes, etc. Mais en fait, ces discours-là, selon moi, masquent autre chose. Ils masquent le fait que ces dispositifs technologiques, justement, affectent nos capacités de penser, nos capacités de mémoriser, nos capacités de réfléchir, nos capacités d'imaginer. Et ce sont les effets de ces dispositifs numériques sur nos capacités cérébrales, cognitives, psychiques qu'il faut interroger aujourd'hui. Et il faut cesser, si vous voulez, il faut suspendre ces interrogations sur l'intelligence, la conscience, l'apprentissage des machines qui, selon moi, n'ont pas de sens, en fait, hein, n'ont pas de sens philosophique, hein. Bon, je pourrais développer, mais voilà. C'est votre avis aussi, Daniel Handler? Je serais un peu moins affirmatif que Anne. Il y a des dispositifs, il y a quand même l'apprentissage, oui, l'apprentissage par exploration. Ça me fait penser aux travaux de mon ami Oudéher à Bordeaux, qui cherche à développer une nouvelle robotique. Et l'idée de base, c'est effectivement pour rendre les robots plus proches de l'humain, ce qu'on peut vouloir ou ne pas vouloir, craindre ou espérer, c'est qu'il faut donner au robot la même origine que le bébé humain. Donc il fait des bébés robots, des bébés robots auxquels il ne donne presque aucune disposition initiale et il les laisse explorer tout seuls leur environnement sans leur dire il faut que tu apprennes à marcher, il faut que tu apprennes à percevoir, à reconnaître le visage de ta mère ou quoi. Tu fais ce que tu veux, tu explores. Et c'est tout à fait fascinant de voir les bébés robots de Oudéher acquérir peu à peu une coordination motrice et ainsi de suite. Donc ça, c'est vraiment l'idée qu'un robot devrait être engagé depuis le début et découvrir tout seul. Et ce serait effectivement ça, l'idée d'un apprentissage qui soit en même temps une exploration, une invention en quelque sorte de soi, en même temps qu'une invention du monde, de l'Umwelt, qui va être le monde qui sera habité par soi et pas habité par une machine préprogrammée en quelque sorte. Un robot qui fabrique des petits robots, des bébés robots, ça vous inspire un commentaire, Anne Lombert? Ça vous inquiète? Non, je me demande un petit peu ce que ça signifie.
ce que ça signifie philosophiquement. Mais c'est très compliqué. C'est assez vertigineux, oui. Oui, c'est assez vertigineux, effectivement, c'est sûr. Mais je crois qu'en tout cas, ce sont des questions très intéressantes. C'est-à-dire quand on aura réussi à reproduire la reproduction, est-ce qu'on aura créé du vivant artificiel, mais est-ce que l'expression de vivant artificiel a même un sens, si le vivant est ce qui se reproduit lui-même? Vous voyez, c'est pas certain. Donc tout ça pose des questions fondamentales, je pense, philosophiquement. Mais pour moi, il faut les dissocier, les questions qui concernent la robotique, justement, des questions qui concernent l'automatisation numérique. Là encore, je m'appuie sur une distinction du philosophe Gilbert Simondon qui distingue bien le robot et l'automate et qui dit attention, c'est pas la même chose. Et l'automate, comment est-ce qu'il définit l'automate? Eh bien, l'automate, c'est d'une certaine manière un dispositif technique qui va arriver à des résultats similaires, mais par un processus et par des opérations tout à fait différentes. Et ce à quoi nous avons affaire avec, par exemple, ChatGPT dont on parlait tout à l'heure, mais déjà avec le test de Turing, ce sont des automates. C'est-à-dire que le résultat est le même. Quand vous lisez un texte généré automatiquement par un modèle de langage artificiel comme ChatGPT par exemple, vous ne voyez pas forcément la différence avec un texte produit par un humain. Enfin, je veux dire, vous pouvez vous tromper. Je serais bien la première à me tromper. Il y a le mythe de la caverne de Platon dans le livre de Daniel Handler, écrit par une intelligence artificielle. C'est quelque chose. Voilà, non mais tout à fait. Donc c'est similaire. Il y a une simulation, si vous voulez. Mais en revanche, le processus qui a permis la génération de ce texte n'est pas du tout le même. Par exemple, le mythe généré par ChatGPT a été produit grâce à des calculs statistiques, des calculs probabilistes. Mais si vous réécrivez, par exemple, le mythe de la caverne et que vous proposez votre propre interprétation de Platon, vous n'allez pas du tout faire des calculs sur les mots les plus probables qui se suivent les uns les autres, si vous voulez. Vous allez faire un exercice d'interprétation, d'invention, en fonction de votre expérience singulière, en fonction de vos attentes, de vos désirs, en fonction de vos lectures, de votre imagination. Ce qui fait qu'on va tous réécrire le mythe de la caverne de manière différente, justement, et de manière inimitable, j'ai envie de dire. Et c'est cette singularité qui est menacée par ces processus d'automatisation massifs. Daniel Handler. Non, c'était juste pour remarquer que c'est une distinction qu'on fait depuis longtemps, depuis déjà John Hoagland, qui l'a proposé la première fois. Il a distingué l'intelligence artificielle comme ersatz, c'est-à-dire ce que décrit sous le terme d'automatisation, donc Simondon et Anne à l'instant, et intelligence artificielle de synthèse, c'est-à-dire obtenir quelque chose par des moyens artificiels, mais qui est indiscernable de la chose elle-même. Donc vous avez l'urée produite par des organismes vivants, et puis on a fait une synthèse chimique de l'urée en 1828, Euler, si je me souviens bien de la date. Et une fois que c'est fait, c'est indiscernable. Or, là où peut-être je me sépare un tout petit peu de Anne, c'est l'idée qu'une fois qu'on a fait cette distinction et dire que ce qu'on appelle l'intelligence artificielle, c'est un ersatz, et pas du tout une véritable intelligence de synthèse, on s'est en quelque sorte débarrassé de tous les problèmes. Il reste quand même ces problèmes massifs, en quelque sorte, que représentent les réalisations actuelles. Et il y a ces craintes qui demeurent. Je reviens à Geoffrey Hinton pour conclure cette émission. Nous avons commencé avec lui, qui a donc quitté Google parce qu'il craint la diffusion, on l'a déjà remarqué, de fausses informations avec ChatGPT, la destruction d'emplois aussi, et le risque existentiel, dit-il, de l'apparition d'une intelligence numérique. Lui-même le dit. Oui. Et sur la question des fausses informations, on a tous été frappés ces dernières semaines, ces derniers mois, par ces photos diffusées par des intelligences artificielles, avec les guillemets qui s'imposent, qui étaient d'une redoutable efficacité dans le genre de la désinformation. Oui, absolument. Non, il y a d'où le besoin d'éthique dont vous parlez dans votre livre. C'est ça. Alors là, il y a donc un champ qui est maintenant investi largement, qui s'appelle l'éthique de l'IA. Et la réserve que j'ai par rapport, non pas évidemment à ces réflexions, de toute façon il faut toujours réfléchir,
on ne réfléchit jamais assez, c'est de s'inquiéter de la manière dont l'IA peut être développée de manière éthique. Alors certainement, c'est déjà mieux que l'IA soit développée de manière éthique que de manière non éthique. Mais je pense que le problème central, c'est l'éthique du développement de l'IA, c'est-à-dire dans quelles conditions à quelles conditions et dans quelles circonstances est-il éthique de développer de l'IA. Et typiquement, dans le domaine des armes, on est là dans une question véritablement angoissante. Est-ce qu'il faut avoir des armes équipées de systèmes d'IA, des systèmes donc intelligents, automatisés, en faisant très attention que l'être humain reste dans la boucle, etc., etc. Ou est-ce qu'il faut simplement s'interdire d'introduire l'intelligence artificielle dans les armements ? Anna Lambert, c'est vous qui aurez la conclusion. Vous êtes d'accord avec cette notion d'éthique ? J'imagine que oui. La difficulté étant de l'appliquer véritablement, qu'elle soit concrète. Oui. Tout à fait, et puis je me reconnais tout à fait dans les propos de Daniel Handler, d'évaluer en amont si dans telle ou telle situation, il est éthique, comme vous disiez, de développer un système d'intelligence artificielle ou si tout simplement ce n'est pas pertinent pour telle ou telle raison, et pas seulement s'interroger après coup sur l'usage éthique ou non éthique de dispositifs qui de toute façon sont déjà déployés. Donc la question c'est comment introduire dès la conception ces enjeux éthiques, entre guillemets, dans les dispositifs techniques. Et je dirais simplement, pour rebondir une dernière fois sur les propos de ce concepteur de l'apprentissage automatique et de l'apprentissage profond qui souligne les dangers d'une intelligence numérique, moi je dirais le danger, c'est pas une intelligence numérique, le danger c'est l'automatisation de la pensée. C'est contre ça qu'il faut essayer de se protéger, sans fantasmer une super intelligence artificielle, sans fantasmer la singularité technologique, mais en prenant en charge les dangers d'une automatisation généralisée, tout simplement. Merci Anna Lambert. Schizophrénie numérique, c'est le titre de votre livre, votre essai est publié chez Alia. Merci Daniel Handler, vous avez écrit Intelligence artificielle, intelligence humaine, la double énigme, cet essai est publié chez Gallimard. Idée réalisée évidemment par Vanessa Rovensky. Vous pouvez retrouver ce magazine sur le site de la radio et votre plateforme numérique préférée. Nous vous donnons rendez-vous samedi prochain pour une semaine d'actualité, dimanche pour de nouvelles idées. Dans un instant, des nouvelles du monde sur RFI.